Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo avec Aude Morakini. Bonjour Aude. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et on va voir tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité politique et parlementaire. Au menu, un mois de folie, une guerre fratricide et au bout du compte, un accord global trouvé entre François Fillon et Jean-François Copé. Un nouveau vote devrait avoir lieu mi-septembre 2013. François Fillon se laisse jusqu'au mois de juin pour se décider s'il sera ou pas candidat. Un vent de fronde souffle dans les rangs socialistes autour du mariage pour tous. On attendait un bel accord sur le texte, mais les députés PS ont voté cette semaine pour que soit déposé un amendement sur la procréation médicalement assistée. Une minorité n'est pas d'accord et le fait savoir. Et puis, fin d'année oblige, nous ferons le bilan. Quelles sont les personnalités politiques de l'année 2012? Qui fera l'actualité en 2013? Notre invité Bruno Jambard de l'Institut de sondage OpinionWay nous rejoindra en fin d'émission. Et avec nous pour commenter cette dernière semaine parlementaire, Denis Baupin, bonjour, merci d'être avec nous, député écologiste de Paris depuis 6 mois maintenant, et oui, député encore fraîchement élu on pourrait dire, mais déjà l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Alors les Parisiens vous connaissent bien, vous étiez maire adjoint de Paris, parfois surnommé le Khmer vert, pour votre intransigeance notamment sur la circulation dans Paris. Qu'on a donné de moi, mais j'étais pas du tout intransigeant. Exactement, j'ai dit certains vous nommaient comme ça. De la mairie de Paris au Palais Bourbon, comment vous voient vos collègues députés? C'est Charles Villeneuve qui est allé poser la question cette semaine, on regarde. C'est quelqu'un que je trouve sympathique, qui a des convictions, qui s'est finalement vite mis à la fonction de vice-président, alors que ce n'était pas évident, puisqu'il n'avait jamais eu l'occasion de présider un exécutif quelconque. Et du coup, il a trouvé toute sa place. C'est un homme de sang-froid, donc il est calme, il sait garder la maîtrise de lui-même, ce qui est très important en politique et dans la conduite des débats. C'est, comme on dit en anglais, the right man at the right place. Il a le dilemme des Verts. J'allais dire, ils sont une fesse dedans, une fesse dehors. Voilà, il faudra qu'un jour ils décident, mais on ne peut pas être à la fois dans la majorité quand ça arrange et dans l'opposition quand ça arrange. C'est d'abord quelqu'un de sympathique, agréable, et en tant que nouveau député, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Et puis c'est aussi quelqu'un que je croise dans le métro, donc c'est toujours bon signe. Bon, c'est bon signe, pas de gros 4x4 dans Paris pour vous, pour circuler. Vous êtes en métro. Ah oui, moi depuis toujours, parce que je vais être à l'heure à mes rendez-vous. Vous savez, le moyen de transport quand même le plus fiable dans Paris, il n'y a pas de doute, c'est le transport collectif. En tant que vice-président, en tant que vice-président, vous êtes amené à présider des séances à la place de Claude Bartolone. Il vous donne un satisfecit, là, une bonne note. Vous êtes content? C'est sympathique. Pourtant, il y a des moments où on vous a vu subir un peu les foudres de l'opposition quand vous avez été au perchoir. On se rappelle notamment d'une séance avant un budget sur le vote sur l'agriculture. On a vu notamment Christian Jacob ou haranguer sur le mépris du règlement. Une forfaiture, le terme était pour le moins très exagéré, puisque après la conférence des présidents a dit que j'avais bien présidé. Donc, on vous sentait un peu mal à l'aise au perchoir quand même. C'est difficile d'intégrer le règlement, d'intégrer une maison comme celle-ci. Ah bah, toute maison a ses codes, hein, donc bon. Moi, j'ai présidé très rarement le Conseil de Paris. Pendant 11 ans, c'est quand même un hémicycle où il y a 160 élus. Donc, c'est un hémicycle. Mais c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. Nationale, c'est encore plus particulier. Voilà, c'est ça. Il y a une pression très très forte. D'abord, parce que on est sous les projecteurs tout le temps. Tout est filmé, etc. Donc, et puis, il y a un règlement très particulier. On sait qu'on vote la loi, quoi. Donc, c'est quand même plus compliqué. Donc, bon, faut apprendre un petit peu les codes. Donc, au début, on essaye de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, c'est vrai que, je le reconnais, je ne connais pas encore les noms des 577 députés. Rien qu'en les voyant. Donc, pour donner la parole, par exemple, c'est parfois... Mais vous êtes déjà vice-président, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand on vient d'être élu. C'est quoi? C'est déjà, ça va très vite pour vous? Ou est-ce qu'on vous a facilité un peu les choses? C'est-à-dire que c'est une répartition entre les familles politiques. Hein. Donc, on a eu un accord avec le Parti socialiste. Vous donnez à un député qui est élu depuis plus longtemps que vous. Vous savez que dans notre groupe, il n'y en avait que 2 qui étaient des sortants, hein, Noël Mamère et François de Rugy. Donc, François de Rugy, il est coprésident. Noël n'avait pas vraiment envie d'être vice-président. Donc, voilà. C'est une tâche lourde, vice-président. Oui, c'est une tâche importante, mais en même temps, c'est très intéressant. Enfin, vraiment, de présider les séances, voir beaucoup de débats différents, beaucoup de ministres en activité, beaucoup de députés, etc. Non, je trouve ça passionnant. Puis participer à la conférence des présidents, c'est aussi le lieu où se décide l'organisation de l'Assemblée. Donc, on apprend très vite comme ça. Alors ça, c'est à l'Assemblée, mais on va parler maintenant du Sénat. Nous sommes lundi et au Sénat, bien sûr. Après les communistes, on va parler de votre parti, les Verts. Vous faites entendre votre voix, vous aussi.
François Hollande a beau multiplier les sorties sur le terrain pour promouvoir le crédit d'impôt compétitivité, eh bien, reste que les partis qui composent sa majorité, eux, ils restent hostiles, à l'exemple de ce qui s'est passé ce week-end au Sénat. Les explications de Fabrice Cunet. La grogne des sénateurs verts couvait depuis plusieurs mois, en provoquant le rejet du crédit d'impôt. Un pas est cette fois franchi, car ce CICE est la mesure phare du gouvernement. L'attitude des élus écologistes sonne comme un avertissement. La commission des finances du Sénat vient d'estimer le coût réel de ce crédit d'impôt, non pas de 20 milliards, mais de 24,3 milliards d'euros. Donc on peut se demander si le gouvernement, dans sa volonté de faire vite et d'agir vite pour relancer l'activité, n'est pas allé trop vite. En tous les cas, il a loupé une étape, c'est celle de dialoguer, d'échanger, d'écouter et de trouver des aménagements avec les membres de sa majorité. Alors les élus verts peuvent-ils jouer la dissidence systématique appliquée par le groupe communiste ? L'idée est pour l'instant rejetée. Encore faudrait-il que le gouvernement change de méthode. La majorité sénatoriale est en difficulté, mais elle n'a pas été mise à bas. Et je pense que cette majorité peut se retrouver dès l'instant où chacun a eu le sentiment d'être peut-être un peu plus écouté. C'est apparemment ce qu'on attend de nous. Pour certains élus socialistes, le gouvernement jouerait avec le feu. Fort d'une majorité solide à l'Assemblée, il resterait sourd aux appels à la concertation lancés au Sénat, au risque de voir les sénateurs réduits à un simple rôle d'observateurs. Alors Denis Baupin, c'est vrai que ces derniers temps, on avait plus vu les communistes comme frondeurs. Maintenant, ce sont les Verts qui servent du Sénat comme des fouloirs ? Non, pas de défouloir. Nous voulons peser sur la politique menée par le gouvernement. Nous faisons partie de la majorité. Et c'est vrai que la revendication que peuvent avoir les communistes, et ils ont la légitimité pour le faire, puisqu'ils avaient appelé à voter pour François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. Mais nous, qui sommes en plus membres du gouvernement, nous voulons participer à la prise de décision. Donc à l'Assemblée, vous vous êtes abstenu sur cette partie du texte du crédit d'impôt. On est tous écologistes. Il n'y a pas d'unité entre les sénateurs et les députés. Vous savez, vous avez pu remarquer que ce n'était pas exactement les mêmes compositions au Sénat, à l'Assemblée nationale. La majorité n'est pas la même. Nous essayons de jouer sur les leviers qui sont à notre disposition pour faire passer le message à nos partenaires que on peut vouloir faire évoluer les règles de l'économie, bien évidemment, nous y sommes très favorables, mais que nous voulons que ça soit utile pour faire la transition énergétique et écologique qui est importante. Pas simplement pour faire plaisir aux écolos, mais parce que nous pensons que c'est là que se situent les emplois d'avenir. Et c'est d'ailleurs la démonstration que fait l'Allemagne aujourd'hui dans sa transition industrielle et énergétique. C'est plus de 400 000 emplois qui ont été créés dans les énergies renouvelables. Donc il y a vraiment des potentialités très importantes. Donc plutôt que de faire un crédit d'impôt qui soit non ciblé, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons fait passer des amendements à l'Assemblée nationale, notamment un, disant que... les entreprises favorisent la transition énergétique, c'est ça. Et donc nous voulons faire cela de la même façon que sur la TVA. Nous pensons qu'on ne doit pas indistinctement augmenter les taux de TVA sur un certain nombre de travaux. Par exemple, le logement social, la réhabilitation thermique des bâtiments, les transports collectifs, tout ça est utile pour la transition écologique et énergétique. Et donc, nous voulons faire en sorte qu'on n'augmente pas la TVA parce que ça va les favoriser. Denis Baupin, on entendait le sénateur socialiste dans ce reportage qui disait qu'ils ont peut-être besoin d'être entendus. C'est-à-dire que vous avez ce manque aujourd'hui dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et dans cette majorité de François Hollande. Vous n'êtes pas assez entendus, vous, ça dépend des sujets. Europe Écologie Les Verts? Ça dépend des sujets. Sur la Banque publique d'investissement, par exemple, on a travaillé ensemble, entre groupes de la majorité, et on a pu faire avancer des idées. Donc c'est la preuve qu'on peut trouver des méthodes. Sur la fiscalité écologique, un travail est en train de s'entamer, donc nous espérons bien que nous pourrons être entendus et peser sur les décisions qui seront prises. Sur le crédit d'impôt, franchement, ça s'est passé extrêmement vite. Il n'y a pas eu de concertation en amont et ça crée tous les bugs. Donc on peut s'attendre peut-être à d'autres sorties comme ce qui s'est passé au Sénat pour pouvoir essayer de peser un petit peu plus? C'est pas notre but. Pour l'année 2013 notre but est plutôt d'être entendu, de concerter d'abord. Mais s'il y a des occasions où on n'a pas été entendu et on est en désaccord avec les textes, en effet, on le fait savoir. Mais on l'a fait savoir aussi au moment du traité européen, par exemple. Voilà, on n'est pas dans cette majorité. Le gouvernement s'en rappelle d'ailleurs. Oui, je sais qu'ils nous en veulent en partie. Mais si on devait voter comme des socialistes, c'était pas la peine de faire élire des députés et des sénateurs écologistes. Nous sommes là pour apporter aussi d'autres idées, d'autres convictions qui sont celles des électeurs qui nous ont élus. Alors, les états d'âme atteignent parfois aussi les rangs socialistes. En ce lundi, une quinzaine d'élus PS signent dans Le Parisien une tribune dans laquelle ils demandent en substance à François Hollande de revenir aux fondamentaux sociaux de la gauche. On va écouter l'un des initiateurs de ce texte et la réponse du PS.
Nous disons, revenons aux fondamentaux du discours du Bourget. Comment François Hollande a pu être élu? Parce qu'il a eu le soutien des catégories populaires qui sont venues vers nous, déçues par la présidence des riches de Nicolas Sarkozy et attendant d'avoir une présidence du pouvoir d'achat. Que des parlementaires alimentent le débat et contribuent à ce débat pour pointer la nécessité de continuer et de faire des efforts dans ce domaine est tout à fait important. Mais le Parti socialiste marche sur ses deux pieds. Jamais la gauche, qui a fait ses réformes sociales et qui continue à les faire, n'a mis en opposition quelconque les réformes sociétales qu'elle a engagées et qui marquent aussi l'identité de la gauche. Vous auriez pu signer cette tribune? On s'est éloigné des fondamentaux. Pas forcément celle-là, mais dire en tout cas qu'il y a un besoin de pilotage et de compréhension plus fort entre nous sur là où nous voulons aller dans la politique qui est menée par le gouvernement en matière économique notamment, mais je le disais, industrielle, énergétique. Pour nous, c'est un bloc. C'est-à-dire que nous faisons l'analyse aujourd'hui que la crise dans laquelle nous sommes n'est pas une crise conjoncturelle qui suffirait de refaire un peu de relance et de croissance pour en sortir, mais une crise beaucoup plus structurelle. Vous dites qu'il n'y a pas de ligne directrice ? Nous pensons qu'en effet, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, comme le crédit d'impôt, par exemple, qui sont arrivées très vite, qui n'étaient pas prévues dans le programme de François Hollande. De fait, un peu trop vite, parce qu'elle n'a pas été totalement discutée, concertée, réfléchie, pour regarder comment on pouvait mieux le cibler. Alors, nous avons entendu les messages du ministre de l'économie disant qu'on pouvait faire évoluer le dispositif dans le temps. Donc, c'est le rôle que nous nous assignons en tant que députés membres de la majorité, de faire en sorte que, à la fois sur le crédit d'impôt, sur la TVA, sur la fiscalité écologique, on ait une politique qui dise clairement que... Plus de clarté, c'est ce que vous demandez en fait. Oui, enfin plus de clarté dans le sens de ce que nous souhaitons, évidemment, tant qu'à faire. C'est pas seulement une question de méthode, c'est aussi de dire c'est quoi la grande orientation que ce gouvernement veut donner à sa politique économique, et nous pensons qu'elle doit se traduire par une politique énergétique et industrielle qui aille vers la transition écologique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça manque vraiment d'une ligne directrice. Oui, mais quand on regarde Arnaud Montebourg, par exemple, ministre du redressement productif, qui fait beaucoup d'agitation, etc., nous avons vraiment le sentiment qu'il est sur une ligne très défensive. C'est-à-dire on défend tout ce qui est menacé. Et pas du tout sur une ligne prospective. C'est-à-dire, essayons de voir qu'est-ce qui peut faire émerger demain une nouvelle filière. Il y a peut-être plus d'emplois à créer demain dans les énergies renouvelables, dans la réhabilitation thermique, que de dire encore les gaz de schiste, c'est extrêmement intéressant. D'abord, c'est pas intéressant. D'un point de vue écologique, ça pose énormément de problèmes. Et en plus, c'est très peu créateur d'emplois. Il y a un comité qui a été mis en place cette semaine pour réfléchir sur la fiscalité verte, notamment la taxation plus lourde du diesel. Vous avez quand même vous êtes optimiste sur cette avancée-là, sur le gouvernement et la fiscalité verte? À la fois parce que nous portons la volonté que la fiscalité soit un outil pour réduire les nuisances. Vraiment, les nuisances liées au diesel sont aujourd'hui contestées par personne. Et en plus, parce que de fait, il y a besoin d'argent. Donc de fait, on peut concilier deux impératifs, à la fois diminuer les nuisances et en même temps récolter au travers de la fiscalité des moyens pour faire la transition. Par exemple, parce que une imposition supplémentaire, ça. Hein, oui, et c'est bien pour ça qu'on peut imposer plus. Il faut en conséquence que des mesures soient mises en place avec l'argent qui est récolté pour aider les gens à se passer du diesel. Renforcer les transports collectifs, faire en sorte que quelqu'un qui abandonne un véhicule très polluant puisse avoir la gratuité des transports collectifs pendant 2 ans, par exemple. Voilà, des mesures qui vont permettre de faire cette évolution. Mais il faut bien constater que plus on retarde les mesures nécessaires, plus ça coûtera cher. C'est ce qui se passe sur le diesel. Ça fait 20 ans qu'on sait que c'est dangereux pour la santé, personne n'a jamais rien voulu faire, et progressivement, le parc s'est de plus en plus dieselisé. Évidemment, quand on prend le virage, ça apparaît encore plus douloureux. Quand je vous écoute, j'entends juste une chose, il y a un manque de dialogue caractérisé entre vous et le gouvernement. Est-ce que ça va pouvoir durer longtemps? J'ai noté que cette semaine, nos partis politiques respectifs, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, ont décidé de constituer des groupes de travail pour réfléchir ensemble. Je pense que nos ministres à l'intérieur du gouvernement... Tout le monde est au travail. Oui, en tout cas, essayez d'améliorer le dialogue. Nous sommes partie prenante de la majorité et nous allons y rester. Pour ceux qui se posent parfois la question, nous n'avons aucune envie de faire le plaisir à ceux qui voudraient nous voir sortir, de sortir. C'est-à-dire, je pense au lobby nucléaire, au lobby des OGM. Donc vous ne sortirez pas? Non, on est au gouvernement pour peser à l'intérieur des institutions. Alors on va parler d'un autre parti, c'est mardi, l'armistice à l'UMP, enfin.
Alors, ils l'ont sûrement pas fait exprès, mais la guerre à l'UMP a duré un mois pile. En ce mardi à l'Assemblée, c'est la grande réunion de l'unité pour célébrer l'accord trouvé entre les frères ennemis. Il y aura de nouvelles élections pour la présidence du parti en septembre prochain sous le contrôle d'une autorité indépendante. Contents mais encore prudents, les parlementaires. Jérémy Hartmann. Satisfaction et soulagement sur les visages du clan Copé. Mais pour l'image de la réconciliation, il faudra patienter. François Fillon et ses lieutenants sont encore absents de la photo de famille. Quand est-ce qu'on aura la chance d'avoir l'image tous ensemble, réunis, la famille réunie? Oh bah vous allez la voir très vite, très vite. Écoutez, nous l'étions tout à l'heure, et puis bah voilà, maintenant la vie va reprendre son cours après ces 3 semaines qui ont été très douloureuses pour nous tous, pour les militants de l'UMP, pour les Français, et je crois que maintenant il faut vraiment tourner la page. Se tourner vers l'avenir, voilà donc l'objectif de ce bureau politique extraordinaire de l'UMP. Même si pour l'instant, Jean-François Copé préfère ne pas se prononcer sur sa candidature au nouveau vote de septembre prochain. François Fillon se donne lui jusqu'à juin pour prendre sa décision. En attendant, à l'Assemblée, les députés UMP pouvaient enfin retrouver leur rôle d'élu d'opposition. Ce qui est dramatique, c'est d'avoir un gouvernement qui est tellement prisonnier des querelles idéologiques. Une journée pour oublier. Ce mardi matin, sénateurs et députés de chaque camp étaient réunis à l'initiative de Bernard Accoyer pour enterrer l'âge de guerre. Les compteurs, si j'ose dire, sont remis à zéro et il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Mais cet accord résistera-t-il jusqu'au nouveau scrutin prévu dans 10 mois ? Certains restent encore méfiants. Ça sera difficile, bien sûr. C'est pas comme ça en un instant, par l'opération du Saint-Esprit, qu'on va oublier les petites phrases, qu'on va oublier les mots et les formules assassines. C'est mieux qu'il y ait un accord. Mais vous n'êtes pas totalement convaincu qu'il tienne ? Moi, si, moi je suis convaincu qu'il tiendra. Maintenant, j'espère que ce sera dans un climat de confiance. Parce que si constamment c'est de la défiance, c'est un peu pénible de durer 9 mois comme ça. À l'Assemblée, le groupe dissident créé par François Fillon sera dissous en janvier prochain, quand les lieutenants de l'ex-premier ministre auront intégré la direction provisoire du parti. Alors, Denis Baupin, vous avez l'habitude de la guerre des chefs chez les écologistes. Celle-là, vous l'avez... Très largement dépassé, là. Nous avons trouvé nos maîtres. Oui, si on veut. Vous la regardez comment, celle-là ? On a un peu l'impression d'un replâtrage, là. Mais en fait, rien n'est résolu. C'est-à-dire que, de fait, la crise de l'UMP, c'était pas simplement une guerre des chefs. C'était quand même 2 lignes politiques différentes. C'est l'héritage du sarkozysme. Un combat d'ego avant il y a un combat d'ego, mais chacun... Ça vous arrange de dire que c'est 2 lignes politiques différentes. Attendez, faut bien constater, la stratégie suivie par Nicolas Sarkozy à la première élection présidentielle, la deuxième, et pendant tout son quinquennat, a été quand même une droitisation de plus en plus importante de la droite républicaine. François Fillon essaye de réincarner, en quelque sorte, un héritage plutôt de cette droite républicaine, tandis que Jean-François Copé, lui, reste sur une ligne très droitière. C'est 2 lignes très différentes. Et c'est ces 2 lignes qui s'affrontent. Et aujourd'hui, alors c'est le hasard qui a fait arithmétiquement qu'ils sont tombés quasiment à 50-50, mais ce problème-là n'est pas résolu. Donc là, ils peuvent refaire un replâtrage pour arrêter la guéguerre politicienne, mais comme ils repartent pour des élections et que surtout, ils n'ont pas cherché à avoir un débat en profondeur sur la ligne politique et sur les désaccords qu'ils avaient entre eux, à mon avis, ils en ont encore pour un moment. Alors, vos 2 candidats à la primaire, on oublie vite, mais bon, Eva Joly et Nicolas Hulot, qui s'étaient bien affrontés à l'époque, ils ont totalement disparu de l'horizon de votre parti. Qui est votre chef aujourd'hui? Qui est votre leader naturel, si on se projette sur 2017? Cécile Duflot, ministre, Pascal Durand, secrétaire national du parti. C'est dans 4 ans et demi. Donc nous venons d'avoir une élection présidentielle. La surprésidentialisation de la vie politique, on vient de le voir avec l'UMP. Oui, tout à fait. Mais c'est extrêmement dramatique. On n'est peut-être pas obligé de faire tous pareil. Le parti n'a pas besoin d'un leader non, pas forcément besoin d'un leader. Nous avons plusieurs leaders. Évidemment, Cécile, qui est aujourd'hui la principale de nos ministres, évidemment, continue à avoir un rôle de leadership. Mais Daniel Cohn-Bendit a aussi un rôle de leadership par rapport à notre ministre. C'était celui qui a conduit nos listes aux élections européennes. Il est président de notre groupe au Parlement européen. Il jouera un rôle dans la campagne européenne, j'en suis certain, parce que c'est un Européen convaincu. Leader, oui, mais pas trop vite. C'est ce que vous mais nous avons Pascal Durand, évidemment, qui est aujourd'hui le secrétaire national du parti. Enfin, il y a un certain nombre de leaders aujourd'hui qui se complètent et qui donc c'est pas indispensable aujourd'hui. Et puis vous avez parlé de Nicolas Hulot, il a un rôle pas pour le parti, puisqu'il s'est mis en retrait par rapport à notre organisation politique. Mais enfin, il va avoir un rôle auprès de François Hollande, qui est un rôle important, intéressant, utile. Et moi, je suis content qu'il y ait des écologistes un peu partout qui pèsent.
Denis Baupin, on va changer de sujet. À présent, on va parler d'un sujet qui suscite évidemment beaucoup de débats, celui de la fin de vie. Le professeur Didier Sicard a remis son bilan, son rapport à François Hollande. Pas d'euthanasie, mais la possibilité d'accélérer par un geste médical la fin de vie. Ce projet sera examiné au mois de juin prochain. Le détail avec François Goulin. Du rapport de 200 pages, François Hollande en a retenu 3 points qu'il compte intégrer dans un projet de loi sur la fin de vie au mois de juin prochain. D'abord, les directives anticipées plus accessibles. Il s'agirait d'un formulaire signé par un adulte bien portant et un médecin en cas de maladie grave pour clarifier ses volontés sur la fin de vie. Deuxième point, les soins palliatifs. Le rapport préconise leur généralisation et un suivi du patient dès l'annonce de la maladie. Concernant le suicide assisté, le rapporteur y est favorable, au législateur à présent d'en décider, mais la loi ne doit pas aller plus loin, préconise-t-il. Je pense que la médecine peut avoir vocation à aider quelqu'un à mourir. Elle n'a pas vocation à donner la mort de façon radicale comme on le fait éventuellement dans les condamnations à mort ou pour un animal, c'est-à-dire une injection de curare. Pour les associations favorables à l'euthanasie, le rapport est une copie conforme de la loi Leonetti qui existe depuis 2005. Pire, les membres de la commission sont tous des opposants à l'euthanasie, assure le président de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. La composition de la mission nous a étonnés dès le départ. Une fois de plus, on a donné ça à un grand médecin, alors que c'est une affaire citoyenne. 8 sur 10 étaient des personnes qui étaient contre la légalisation de l'euthanasie. Avant de trancher en juin prochain, le président veut une nouvelle consultation, celle du Comité consultatif national d'éthique. Mais d'euthanasie active, il n'en sera pas question. La promesse 21 du candidat Hollande disait simplement une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Denis Baupin, on le voit, la loi Leonetti existait, elle date de 2005, pas ou peu appliquée par les médecins. Était-il nécessaire, utile de créer ce nouvel outil, cette nouvelle loi qui arrivera au mois de juin? C'est un engagement de François Hollande. Donc il fallait absolument, parce que c'est un engagement de François Hollande, la créer. À partir du moment où on a pris un engagement devant les électeurs, j'espère que chacun pense qu'il doit être tenu. En tout cas, c'est notre conviction. En plus, la loi Leonetti telle qu'elle était n'était pas suffisante pour vous. Pas suffisante. Non, on voit d'ailleurs avec le nombre de situations aujourd'hui où le droit, il y a des problèmes juridiques importants par rapport à des situations dans lesquelles on se retrouve, on constate que finalement il y a des suicides assistés ou des procédures d'euthanasie active dans la réalité qui posent problème, des gens qui veulent mourir parce que ils sont arrivés en fin de vie, ils considèrent qu'ils souffrent trop, et donc ils veulent être aidés, ils demandent de l'aide, et ceux qui les aident se retrouvent devant la justice. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc je ne dis pas que la question est simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le rapport Sicard apporte quelques petites améliorations, mais vraiment très peu. C'est pas à la hauteur de l'engagement pris par le président de la République. Allez, l'actualité encore le mardi, l'affaire Depardieu continue de planer sur l'hémicycle. L'acteur a menacé de rendre son passeport français, on le sait, s'estimant insulté notamment par le Premier ministre. Écoutez cet échange entre le député UMP fraîchement réélu Patrick Devedjian et le ministre du Budget. Durant ces 6 derniers mois, vous avez augmenté très fortement 25 impôts. 25 impôts. Je vous renvoie à ce que disait si intelligemment Abraham Lincoln. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Entre 2003 et 2006, le nombre d'exilés fiscaux est passé de 368 à 843 et pourtant, me semble-t-il, dans cette mandature, vous n'avez pas été, vous, à l'UMP, en arrière de la main pour baisser les impôts. Et pourtant, le nombre de départs pour raison fiscale a été multiplié par 2,5. Entre 2007 et 2012, pour prendre une période plus récente, vous avez voté et longtemps défendu le bouclier fiscal en espérant voir revenir certains qui s'étaient expatriés vers des cieux plus fiscalement cléments. Eh bien, il se trouve qu'aucun retour substantiel n'a été observé. Denis Baupin, il y a un chiffre que l'on entend cette semaine, 5000 exilés fiscaux depuis l'arrivée de François Hollande, chiffre non confirmé. Il n'y a pas un problème quand même de fiscalité sur les plus riches? Il y a un problème de gens qui gagnent trop d'argent, oui. Quand j'entends Gérard Depardieu de se plaindre d'avoir payé 145 millions d'euros d'impôts sur 40 ans. Là encore, je me dis, mais c'est ces fameux 85% d'impôts cumulés entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine. Je me dis, mais moi j'aimerais avoir payé 145 millions d'euros.
Vous imaginez l'argent que gagne cette personne. Est-ce que finalement, il a par rapport à ce que travaille un smicard, il a vraiment un apport à la société tellement important qu'il gagne autant d'argent? Sérieux peut-être quand il y a des milliers d'emplois à la clé, quand des entrepreneurs, on voit Alain Flelou qui va partir à Londres là. Bon, est-ce qu'on décourage pas un peu mais est-ce qu'on décourage pas finalement un petit peu l'esprit d'entreprise, tout ce qu'on entend depuis une semaine? Vous pensez donc que tous ces gens, donc l'esprit d'entreprise, c'est l'esprit je me ramasse le plus d'argent possible pour moi-même. C'est ça que ça veut dire. Parce que si la seule raison pour laquelle les gens pourraient s'expatrier, c'est parce qu'ils doivent participer à la solidarité nationale, pas à 75%, soyons clairs, c'est des franges d'impôts progressives. Donc il faut que les choses soient dites clairement. Et donc on a laissé penser que tout d'un coup il y avait quelque chose de confiscatoire dans la fiscalité. Non, il y a juste, on remet de la progressivité. Nous d'ailleurs, nous sommes plutôt favorables à ce qu'on ait des tranches intermédiaires entre les 45% et les 75%. Il faut qu'il y ait de la progressivité parce que c'est normal de contribuer. On ne peut pas dire que des gens comme Gérard Depardieu, par exemple, n'aient pas bénéficié de l'ensemble de ce que la société française peut apporter. Donc c'est normal que quand on gagne autant d'argent, on y contribue. Je trouve qu'il devrait un peu se poser la question de savoir, quand il est soutenu par Vladimir Poutine, si en termes d'image par rapport à l'ensemble de ceux qui le respectaient et l'admiraient en tant qu'acteur, il a vraiment beaucoup œuvré pour ce qu'il voulait porter. Et si on revient 2 secondes sur le fond, trop d'impôts tue l'impôt. Vous connaissez ce vieil adage ou pas? Oui, enfin d'accord, mais à partir de quand? Enfin, la question... Non, attendez. Parce que Gilles Carrez, le président de la Commission des Finances. Moi, je veux bien qu'on regarde sur les 10 ans qui se sont passés, et notamment pendant tout le temps où, sous l'ère Sarkozy, on a réduit énormément les impôts. Après, on nous a dit les caisses sont vides. Ah bah oui, on a fait des cadeaux fiscaux, un bouclier fiscal, des réductions d'impôts sur les plus riches, etc. Et puis après, on nous dit les caisses sont vides. Bah oui, c'est logique. Si on ne récolte plus l'argent, et donc il est logique de revenir à quelque chose qui soit la nécessité. Soit on veut démanteler le système de service public français. Donc que ceux qui le proposent l'assument. Soit on estime qu'on en a besoin, et donc il faut le financer, et il est légitime que ceux qui gagnent le plus soient ceux qui y contribuent le plus. Allez, mercredi, les députés socialistes s'accordent, ou presque, sur le mariage pour tous. La question du jour, faut-il intégrer la PMA, la procréation médicalement assistée, dans le texte du mariage pour tous? En ce mercredi, les députés socialistes se réunissent pour en décider et ce sera, oui, un amendement sera ajouté au texte, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce oui est prononcé du bout des lèvres. Valérie Brochard. Le chef des députés socialistes a réussi à convaincre les 2/3 de son groupe. Pour lui, l'amendement sur la PMA a toute sa place dans le texte de loi sur le mariage pour tous. Le groupe a pris la décision de déposer un amendement sur la PMA au texte qui viendra en discussion le 29 janvier. Le texte n'est pas encore rédigé, mais son contenu déjà connu, l'accès à la PMA pour les couples de femmes mariées. Une position rejetée par 61 députés de la majorité qui seront pourtant contraints de voter cet amendement. Ça n'est pas anormal qu'on demande à tous les membres du groupe de se tenir à cette position. Ils peuvent ne pas être présents, donner leur pouvoir au moment du vote, mais pas de liberté de vote, ça veut dire qu'on leur demande de ne pas voter contre la position du groupe auquel ils appartiennent. Appartenir à un groupe, c'est des droits et des devoirs, et donc parmi les devoirs, il y a celui de respecter la discipline de son groupe. La discipline, pas toujours évidente au sein du groupe majoritaire. Certains parlementaires auraient préféré plus de temps, d'autres un cadre différent. Moi j'ai voté contre l'introduction de la PMA dans le texte du gouvernement sur le mariage et l'adoption pour tous, parce que je considère que sur ce débat-là, nous ne sommes pas prêts et qu'on ne peut pas improviser sur un sujet comme celui-ci. Moi je me suis abstenu. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur ce sujet, on a besoin d'un peu de temps. C'est un sujet compliqué juridiquement, philosophiquement, et qu'il n'y a pas de raison d'aller vite. Dans les couloirs de l'Assemblée, il se murmure que cet amendement ne serait en réalité que l'amorce d'un débat plus large, avec l'engagement du gouvernement de proposer la PMA dans une réforme complète des lois bioéthiques ou dans une loi spécifique sur la famille. Alors, 27 députés socialistes ont même signé une pétition demandant que leur nom soit retiré de l'amendement PMA. Le texte arrivera fin janvier à l'Assemblée. Est-ce que le groupe écologiste va être unanimement pour cet amendement PMA? Non seulement nous sommes pour cet amendement PMA, mais je voudrais aussi dire que nous sommes tout à fait pour cette grande avancée que va être le droit au mariage pour tous et le droit à l'adoption. Nous revendiquons l'égalité des droits.
Voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de donner les mêmes droits à ceux qui s'aiment dans des couples homosexuels que ceux qui s'aiment dans des couples hétérosexuels. C'est aussi simple que ça, et donc les questions qui sont posées aujourd'hui sur la PMA, par exemple, doivent être posées de la même façon aux couples homosexuels et aux couples hétérosexuels. Si certains ont des problèmes par rapport à la PMA, qu'ils les posent, mais pour tous les couples. On est bien d'accord, c'est pour les femmes, les couples de femmes. Si c'est pour les hommes, bien évidemment, on passe à la GPA, qui est encore une étape supplémentaire. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans des lois bioéthiques, plus que dans une loi comme ça sur le mariage pour tous? Non, je pense que sur la question de la PMA, ce débat, il est porté depuis longtemps, tout le monde le connaît, même si aujourd'hui, un certain nombre de députés socialistes, et c'est légitime qu'il y ait du débat. À chaque fois qu'il y a des grandes avancées sociétales, quand ça a été sur le divorce, quand ça a été sur l'IVG, etc., tout ça remue et fait débat dans la société. Et puis progressivement, la société évolue. Personne n'imaginerait aujourd'hui revenir en arrière sur la peine de mort, sur l'IVG, etc. Donc, de fait, mais dans le moment, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut faire cet amendement dans ce texte-là sur le mariage pour tous? Est-ce qu'il ne faut pas un texte à part? C'est la question. Pourquoi faudrait-il un texte à part? Les parlementaires socialistes qui ne sont pas contents. Là, il s'agit de... Trop tôt, finalement. Mais c'est pas pourquoi ce serait trop tôt. Ça fait des années. Beaucoup de députés, y compris socialistes. Il faut peut-être les entendre. Mais en même temps, une très large majorité des députés socialistes qui ont 2 tiers. Excusez-moi, 2 tiers, c'est quand même une majorité très large qui est favorable. Et donc voilà, c'est les débats du groupe socialiste. Moi, je ne sais pas combien ils étaient présents dans la salle. Excusez-moi, j'ai pas toutes ces informations-là. Mais la majorité vote au sein de ce groupe. Il y a une volonté majoritaire de faire avancer ces droits et d'avoir une égalité des droits entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Il y a des débats quand même au sein de votre propre groupe, parce que ce sont des questions qui ne sont pas simples, où il y a parfois des cas par cas. Sur ces sujets qu'on a évoqués là, oui, on est d'accord entre nous. Sur la question par exemple de la GPA, ce sera quelque chose qui est plus compliqué. Oui, enfin, vous parliez d'égalité. Excusez-moi, juste, vous parliez d'égalité. Il y a quand même une loi pour les femmes et pour les hommes. Sur la GPA, que ce soit pour des couples hétérosexuels ou homosexuels, la question se pose pour nous. Voilà. Mais donc on ne fait pas de différence entre les types de couples. Par contre, sur les techniques qui peuvent être utilisées, nous faisons un débat. Oui, nous avons un débat sur est-ce que la GPA est aujourd'hui une avancée importante. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Vous craignez la manifestation du mois de janvier où vous allez finalement retrouver une opposition unie sur ce sujet? Écoutez, ils manifestent et c'est bien leur droit. Moi, j'ai manifesté de très nombreuses fois et je compte manifester encore pour le droit au mariage. Il est légitime, le droit de manifestation est un droit important, mais pour autant, les électeurs ont voté. Nous avons pris un engagement devant les électeurs lors des élections présidentielles et lors des élections législatives. Les 2 fois, les électeurs ont voté majoritairement pour des candidats qui portaient ces propositions. Allez, jeudi, marqué par les mots souffrance et colonisation. Pas d'excuses, pas de repentance, mais une reconnaissance de la brutalité de la colonisation. Voilà pour le message adressé par François Hollande devant les parlementaires lors de son voyage en Algérie. Tous les détails avec Paul Bouffard. La vérité doit être dite. Devant le Parlement algérien, le président français reconnaît que la France a manqué à ses valeurs universelles. La veille, François Hollande ne voulait pas faire d'excuses ni faire repentance. Aujourd'hui, il dénonce le système colonial. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Alors que l'Algérie fête la 50e année de son indépendance, le président français s'attelle à la paix des mémoires. Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli, et encore moins dans le déni. La vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble. Très applaudi par les parlementaires en Algérie, où d'anciens combattants indépendantistes siègent encore. En France, Gérard Longuet estime qu'il est parfaitement inutile de prétendre, dans une intervention de quelques dizaines de minutes, de traiter un sujet aussi complexe que l'aventure coloniale française. Et selon Roger Carucci, il y a même des oublis. Quand on est socialiste, en matière de colonisation et de décolonisation, il faut bien faire attention. Quand on vient dire les souffrances, tout, on comprend. Mais peut-être que le président de la République se serait grandi à parler aussi des harkis,
se serait grandi à parler du drame des pieds noirs, rapatriés. Près de 30 minutes de discours pour une opération séduction. Dans la presse, le quotidien El Watan, plus gros tirage francophone, estime que François Hollande a fait preuve d'une sincérité exceptionnelle pour un président français. Quant au journal Échorouk, arabophone, il retient qu'il n'est pas venu pour le pardon. Denis Baupin, opération séduction ou nouvelle page qui se tourne? Non, moi je suis heureux et fier que le président de la République ait tenu ses propos clairs sur la colonisation. Je pense qu'un tabou est tombé. Et on pourra parler maintenant plus clairement sur l'histoire de cette période. Les historiens vont être en capacité de pouvoir aller trouver des informations supplémentaires pour qu'on puisse savoir sur un certain nombre de tragédies qui se sont déroulées pendant la colonisation, avoir toutes les informations. Je pense que aujourd'hui la porte est ouverte, même pour qu'on puisse aller vers une demande de pardon, parce que de fait, quand on veut réconcilier des peuples, moi je fais partie des nostalgiques. Demande de pardon, c'est quoi? C'est repentance? C'est dire que nous avons une responsabilité, en effet, dans ce qui s'est passé. La France a une responsabilité grave dans la colonisation. En contrepartie, il faudrait peut-être demander aux autorités algériennes aussi d'avoir un mot sur les souffrances qu'il y a eu dans les deux sens. Bien sûr qu'il y a des souffrances dans les deux sens. Dans une guerre, il y a des souffrances. Mais moi, je ne confonds pas l'agresseur et l'agressé. Donc, en l'occurrence, l'occupant et l'occupé, le colonisateur et le colonisé. Je pense qu'en l'occurrence, il y a des responsabilités qui doivent être dites, et elles ont commencé à être dites de façon très forte, très claire par le président de la République, et c'était une page importante qui tournait. Allez, c'était donc ce vendredi la fin de la session parlementaire 2012. Les deux assemblées reprennent leurs travaux le 15 janvier 2013. Autant dire que vous avez là 3 semaines de vacances parlementaires. C'est l'occasion de faire un bilan de cette année 2012 et de se projeter sur 2013. Eh bien, c'est le plus de l'hebdo. Avec nous pour les 5 dernières minutes, donc Bruno Jambard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des études politiques à l'Institut de sondage Opinionway. On est là pour parler de 2012, de la projection 2013. Et sans vraiment de surprise, dans votre top des personnalités de 2012, il y a évidemment François Hollande. Sans doute. Quand il y a une élection présidentielle, la personnalité de l'année, c'est toujours celle qui remporte l'élection présidentielle. Surtout dans un système politique qui est quand même dominé très largement par cette élection. Donc c'est sûr que... Réussi ou pas réussi ces 6 premiers mois? C'est difficile à dire en un mot, mais bon. Je dirais mitigé parce que d'abord il a quand même connu une baisse de popularité rapide, un peu trop rapide à mon sens, dans la mesure où ça ne l'aide pas, hein, évidemment. On savait qu'il aurait des difficultés en fin d'année parce que la situation économique était mauvaise et qu'il ne pouvait pas espérer une amélioration avant les premiers effets de sa politique. Donc il est un peu dommage qu'il ait gâché une partie de son capital, je dirais, durant l'été, en donnant un sentiment d'indécision, d'immobilisme. Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif. L'aspect plus positif, c'est le sentiment qu'il donne, à mon avis, depuis sa conférence de presse, de reprendre un peu en main les choses et d'essayer, je dirais, d'appliquer un cap un peu plus clair et précis, ce qui va aussi aider les électeurs à s'y retrouver par rapport à ces projets. Et pour 2013, nouveau cap aussi pour François Hollande, changement de méthode ou pas? Non, je crois qu'il a en tout cas envie de continuer cette méthode, probablement plus dans la lignée de ce qu'il a fait depuis la conférence de presse, c'est-à-dire un président un peu plus présent qu'il ne voulait peut-être au début, qui prend conscience que le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, la nouvelle économie aussi des médias, hein, avec Internet, les chaînes d'infos continues, font que on ne peut pas être un président à l'ancienne comme Chirac ou Mitterrand complètement absent. Il a annoncé une année difficile, hein, il l'a dit, il y aura plus de chômage, en tout cas dans les 6 premiers mois, ce sera très dur. Oui, c'est évident, on savait que 2013 serait une année très compliquée. La question pour lui, c'est est-ce qu'il aura un sursaut et une amélioration dans la fin de l'année 2013 ou pas? Parlons aussi d'un autre personnage qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Arnaud Montebourg. On le disait perdant, finalement c'est peut-être lui qui va se retrouver gagnant. Non, je dirais que c'est une personnalité qui, pour moi, quand même marquait des points, notamment en cette fin d'automne, début d'hiver, parce que il a eu des difficultés, notamment à l'été avec PSA et le plan social sur lequel il a été assez mis en cause. En revanche, j'ai le sentiment que sur Mittal et l'affaire Florange, il a plutôt marqué des points parce que il a donné le sentiment de vouloir appliquer un volontarisme, de vouloir pousser Mittal à négocier, et c'est ce qu'a retenu en tout cas l'opinion.
Fillon, alors que, à l'inverse, l'accord annoncé par Jean-Marc Ayrault a plutôt surpris et a plutôt un petit peu donné le sentiment d'être trop favorable à l'entreprise. D'accord ou pas, Denis Baupin, sur Arnaud Montebourg en tout cas? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu, moi, ma déception par rapport à Arnaud Montebourg, que j'avais pu fréquenter dans d'autres lieux. Bruno Jean-Bart dit qu'il est un peu gagnant quand même dans cette affaire. Non, mais attendez, moi, la question, c'est, M. Jean-Bart fait son métier de noter les gens en fonction de l'opinion publique et de la communication. Bon, ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'importe, c'est la politique qui est menée. Et de ce point de vue, je trouve qu'elle est beaucoup trop productiviste, dans le sens on maintient les mêmes logiques que précédemment, que prospective sur quelles sont les industries dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas par hasard si la France n'arrive pas à vendre ses EPR, ses Rafale, etc., ses véhicules diesel. C'est parce que nous avons des industries qui sont tournées vers le passé. Nous devons aller vers des industries tournées vers l'avenir. Arnaud Montebourg, il a quand même le ministère le plus dur qui soit, le plus difficile, le redressement productif. Oui, mais en même temps un enjeu extrêmement intéressant. Vous reconnaissez qu'il a essayé de se battre quand même. Oui, mais la question est de savoir s'il faut être uniquement dans une posture défensive, comme nous avons le sentiment qu'il est aujourd'hui, à essayer de contenir sur tous les fronts, c'est important, mais aussi d'avoir une politique offensive vers ce qui va être le créateur d'emplois. Et quand je l'entends défendre les gaz de schiste ou le nucléaire comme les industries d'avenir, je pense qu'il continue à regarder avec un rétroviseur. 2013, votre boule de cristal, est-ce que la guerre entre Jean-François Copé et François Fillon va se terminer là, ou est-ce qu'on va avoir encore ce feuilleton toute l'année 2013? Mais en fait, je pense que la guerre, elle va avoir lieu jusqu'à 2016 et la désignation du candidat, c'est évident. Mais ça a été la même chose dans la période 2007-2012 pour le Parti socialiste. C'est, je dirais, le sens des institutions. La question est de savoir si en septembre prochain, il y aura une sorte d'accalmie dans une bataille suivante qui se préparera, mais au moins dans une forme d'union. Donc c'est surtout ça. Une santé, parce qu'alors là, ils se sont totalement écroulés dans les sondages. On peut espérer pour eux une amélioration un petit peu de l'image, ou c'est plombé pour eux? Honnêtement, mon expérience, c'est que quand vous perdez 20 points en un mois, vous mettez 3 ans à les regagner. Donc c'est possible. Pour 2017, ça me paraît exclu pour septembre 2013. Peut-être un homme dont on n'a pas encore parlé, Denis Baupin, mais qui pourrait faire entendre parler de lui pendant l'année prochaine, c'est Jean-Louis Borloo. Oui, Jean-Louis Borloo, évidemment, qui dans ce contexte peut avoir un espace, une tentative de recréer un centre. Moi, je crois qu'il y a un espace parce que les électeurs, ils sont toujours là. Ils sont simplement orphelins. La capacité à leur offrir une perspective politique, c'est tout l'enjeu de Jean-Louis Borloo. Ça sera à surveiller. On a vu jusqu'à présent que la guerre à l'UMP n'a pas tellement profité aux centristes. Oui, mais c'est un peu tôt. Et puis, ce sera, je dirais, dans les élections intermédiaires, notamment, par exemple, aux élections européennes en juin 2014, qu'on aura un début de réponse, à mon sens, sur cet aspect. Denis Baupin, vous avez vu que Jean-Louis Borloo a été élu député de l'année par le trombinoscope. Alors ça, vous avez peut-être passé totalement à côté. Il a eu le mérite, vous savez. Il a fait des choses en tant que député pour l'instant. Ah bah écoutez, c'est scolaire de dire les journalistes. Président de groupe, etc. Donc il a réussi à constituer un groupe dans un. C'est celui qui a réussi à mettre dans le même groupe autant de partis politiques différents. Donc il a ce mérite. Bon, moi j'aime bien Jean-Louis. Enfin voilà, on dialogue ensemble. Enfin, on n'a pas les mêmes convictions. Moi, ce que je constate surtout dans ce que vous nous dites, c'est que l'héritage du sarkozysme pour la droite est terrible, quoi. C'est-à-dire que l'UMP est complètement déchiré, ne sait plus s'ils doivent aller vers le Front National ou se rester sur leur héritage de droite républicaine. Et pendant ce temps-là, Jean-Louis Borloo, en effet, a raison d'en profiter pour essayer de constituer une force politique qui peut éventuellement, demain, un jour, challenger l'UMP. Vous voyez autre chose pour 2013 ou pas? Ah bah moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça soit le moment où vraiment le changement que nous avons promis aux Français réellement commence à prendre toute l'envergure qu'il doit prendre. Et donc là-dessus, par rapport au président de la République et au Premier ministre, nous attendons à des messages très clairs sur quelle va être la grande orientation de cette politique. Est-ce qu'on considère qu'on fait juste des ajustements par rapport à la crise pour essayer de passer l'année, ou est-ce que vraiment on réoriente vers la transition écologique et énergétique? Juste, on n'a plus le temps malheureusement, mais un petit tour hors de nos frontières. Vous aviez Angela Merkel aussi, vous disiez que ça allait être la femme de l'année, nouvelles élections, elle est favorite. Oui, parce que on peut plus, je crois, regarder la politique française sans regarder aussi ce qui se passe en Allemagne. Il y a en janvier un anniversaire, les 50 ans du traité de l'Élysée, et en septembre, il y aura les élections qui seront importantes parce que on a un peu le sentiment en France qu'en tout cas une partie de la majorité espère qu'il y ait un changement à cette occasion en Allemagne. Ça, c'est sûr. On a fait le tour pour l'année 2012 et 2013. D'avoir été avec nous, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous et on se retrouve l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. Bonne fête à tous. Au revoir. Bonne fête. Merci, au revoir.